Bonjour Monsieur Corbière, merci de Bonjour, votre disponibilité. je vous en Euh, prie. je me prés- je me présente Benjamin Cahar, manager au sein du cabinet Argon Co. Mhm. Bon, comme vous le savez, nous intervenons dans le cadre du large projet de transformation métier et SI dans lequel l'entreprise souhaite s'engager. Et donc, afin que cette transformation puisse être la plus aboutie possible, on a été missionné pour, dans un premier temps, définir la stratégie SI et l'architecture applicative cible qui permettront ensuite de supporter la transformation métier. Oui, je suis au Et courant. On a décidé de lancer cette mission avec mon collègue Laurent Serrano, de la DSI, là où faisant le constat tous les deux qu'il fallait effectivement bouger, sinon on aurait du mal à avancer sereinement dans les années qui viennent. voilà, c'est ça. Et donc notre objectif, c'est de répondre à cette première question d'ici la fin du mois de janvier, Mhm. avec, Bien. avec l'équipe de consultants que nous avons mis à disposition. Parfait. Donc, en quoi puis-je vous être utile? J'imagine en Alors, réponse à une question. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on échange autour de quelques grandes questions pour que, d'une part, vous nous fassiez part des problèmes auxquels vous faites face aujourd'hui avec les SI actuels, et d'autre part, que vous nous donniez votre vision des besoins métiers clés Mhm. et de ce que ça implique en termes de SI cible, ou en Mhm. tout cas de fonctionnalités pour que nous, on puisse les intégrer dans notre réflexion. Oui, alors bon, moi je vous donnerai surtout mes problèmes d'aujourd'hui et parce que les systèmes d'information cibles, hein, j'attends de vous que vous me donniez voilà, la vision qui est au bon équilibre coût versus valeur apportée. Et alors, je sais que Laurent pense à un ERP. Oui, et bien sûr, il y aura un ERP. L'équivalent qu'on a aujourd'hui est un biospécifique. Bon, Laurent vous expliquera ça mieux que moi, mais on ne peut plus faire grand-chose avec. Donc, il y aura un ERP, c'est sûr, mais moi, ma question, elle va tourner autour de cet ERP. Est-ce qu'il faut voilà, des applications un peu spécialisées? Et si oui, voilà, enfin, j'attends que vous me donniez un Très peu bien. cette recommandation. Et moi, mon rôle, c'est dans cet entretien, là, de vous donner un peu, enfin, qu'est-ce qui se passe pas bien, pourquoi ça devrait se passer mieux. Et voilà, je vous laisserai en déduire. On fait appel à votre expertise pour ça. Hein, c'est que vous partiez de notre vision des dysfonctionnements pour voilà, nous proposer quelque chose qui tienne la route, voire des scénarios. Mais enfin, je pense qu'à ce stade, vous serez capable de nous donner quelque chose qui ne nécessite pas d'arbitrer entre plusieurs scénarios. Tout à fait. Voilà. Peut-être je vais commencer par me présenter. Donc, Fabrice Corbière, moi je suis le directeur des opérations chez iBobo. Donc, iBobo, vous avez dû vous, vous renseigner sur cette société. Hein. On est en pleine Oui. croissance, on fabrique alors ce que les utilisateurs appellent des pansements, mais qui sont plus du matériel technique de cicatrisation. C'est plus élégant. Avec deux débouchés, effectivement le grand public que vous achetez en pharmacie ou en grande surface, et puis les hôpitaux où voilà, nos produits permettent de traiter les grands brûlés avec beaucoup d'efficacité. Voilà, donc on a vraiment des produits différents sur des filières différentes. Donc moi, ça fait 10 ans que je suis là. Comme je l'ai dit, je suis au COMEX. Et en fait, au sein de mes équipes, on y trouve la direction supply chain, la direction logistique. Je pense que vous allez voir d'ailleurs Isabelle Autant, la directrice logistique. Tout Je à vais laisser fait. expliquer tous les sujets qui tournent autour de ça. Euh, les achats ainsi que évidemment les deux usines qui fabriquent les médicaments dont j'ai parlé, sachant que, comme vous le savez sans doute, on passe aussi par beaucoup de sous-traitants à qui on Mhm. achète des produits finis qu'on va ensuite livrer à nos clients pour élargir notre gamme. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, donc Isabelle vous parlera des coûts logistiques hein, et de la qualité logistique qui sont quand même un des problèmes qu'on a aujourd'hui et sur lequel le système ne nous aide pas du tout. Je rentrerai pas dans le détail de ces sujets-là. Très bien. Bon, bah, démarrons tout de suite dans le vif du sujet. Bien. Euh, Quelle est votre vision sur le SI actuel? Alors, si je devais utiliser un mot, je dirais archaïque pour être poli. Mhm. En gros, c'est quelque chose qui a été, j'ai coutume de dire depuis 10 ans que ce système d'information a 20 ans, donc ben, il a maintenant 30 ans à force de dire qu'il a 20 ans. À l'époque, c'était du cousu humain. Il avait été développé vraiment voilà, en cousu humain. Et sachant que ben, la mariée a vieilli et que
ce qui fonctionnait à l'époque ne fonctionne plus du tout comme ça aujourd'hui. Donc, on a un système qui est hyper spécifique, mais qui a perdu énormément en souplesse et en paramétrabilité. Voilà, la plupart de nos cas de gestion ne sont pas couverts. Dès qu'il y a un client nous impose une nouveauté ou un fournisseur en mode de gestion, le système ne suit pas. On a un vrai sujet de suivi des coûts réels, peut-être on rentrera dans le détail. Enfin bref, franchement, c'est compliqué, c'est un vrai frein pour notre croissance et dès qu'on veut le faire évoluer, Laurent m'explique que ben voilà, on a très peu de gens très peu de sachants sur ce système, on va pas réinvestir dans ce système-là, voilà, donc on a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'essayer de voir si on pouvait pas changer fondamentalement ce système, voilà, et dans un monde aujourd'hui qui est de plus en plus VUCA, VUCA, comme vous devez connaître la signification de cet acronyme. On a vraiment besoin d'un système qui nous permette d'être agile et pour faire face aux enjeux de la décennie ou des 2 décennies à venir. On espère que le nouveau système ne dure que 20 ans, parce que s'il dure encore 30, ça veut dire qu'on aura des problèmes dans 20 ans. Et d'ailleurs, je ne serai plus là pour en parler à des jeunes consultants. D'ailleurs, j'ai vu que vous aviez que des centraliers dans l'équipe, donc j'espère que vous allez faire quelque chose de beau, hein, parce que voilà, on ne paye pas des consultants d'arco aussi cher pour rien. Voilà, donc en un mot, si je devais résumer, il a 30 ans, il a 30 ans, c'est une durée de vie inacceptable pour un système d'information de nos jours. Très bien. Oui, non, mais je comprends très bien votre problématique. Et d'ailleurs, par rapport à ça et à l'ambition que peut avoir l'entreprise pour les années à venir, quels sont les grands axes de progrès prioritaires que vous avez identifiés? Ben, en fait, moi je vous parle en tant que patron des opérations, donc qui dit opération dit partie basse du PNL, donc et puis la partie forcément working capital, je suis aussi fortement concerné. Donc sur la partie, je vais commencer par la partie BFR. Notre besoin de fonds de roulement croît beaucoup plus vite que le chiffre d'affaires depuis des années. Quand on se benchmark avec des sociétés sur les dispositifs médicaux comme nous, on voit qu'on a une couverture de stock ahurissante par rapport à nos confrères. Et tout ça, ben, ça handicape le financement de notre croissance. On est une boîte en croissance. Voilà, on essaie d'être au maximum en autofinancement. On a un produit technique qui distancie tous les compétiteurs. Donc, on a un enjeu de chiffre d'affaires énorme et de croissance. Et voilà, on a du mal à la financer, cette croissance, parce qu'on a de plus en plus de BFR. Et notamment, on rentrera peut-être dans le détail tout à l'heure, mais notamment une grosse partie de stock, voilà, où on a une couverture de stock largement supérieure à ce qu'elle devrait être, à mon sens. Ça a deux conséquences, hein, d'avoir beaucoup de stock et pas forcément sur les bons produits. C'est déjà beaucoup de coûts d'obsolescence, hein. On détruit énormément de produits qui ont dépassé la DLU. Vous savez que sur les pansements, on a un délai, une date limite en fait d'utilisation optimale, de laquelle tous les principes actifs perdent en efficacité. Et puis on a aussi beaucoup de mal à gérer ce qu'on appelle le phase-in, phase-out, c'est-à-dire l'arrivée des nouveaux produits sur le marché, qui doit se faire au moment où on a quasiment épuisé les anciennes versions des produits, voilà, pour éviter voilà, tout ça c'est mal géré, donc on paye beaucoup de coûts d'obsolescence. Si je continue sur les coûts maintenant, les coûts logistiques s'envolent. Alors là, ils croissent 2 fois plus vite que le chiffre d'affaires, donc c'est vraiment un problème. Et Isabelle Autant, la directrice logistique, vous en dira plus que moi, j'espère, sur les causes racines qu'elle peut voir à ces problèmes. Moi, je m'engage sur des respects de budget de coûts et en fait, on a un vrai manque de maîtrise des coûts de revient industriel, hein. On a énormément d'écart entre le budget réalisé sur les coûts. On ne sait pas dire si ça vient des effets volume, des effets de mix, des effets de standard. En gros, les coûts, on est incapable même de suivre des coûts réels, puisque en fait la manière dont les coûts sont imputés aux heures de fabrication, c'est pas la bonne, c'est pas tracé. Enfin, en gros, c'est n'importe quoi. Voilà, donc en fait, on a systématiquement des mauvaises surprises en clôture comptable. Si on pouvait en avoir des bonnes une fois sur deux, ça aiderait. Mais en plus, la loi de Murphy ne nous aide pas. On n'a que des mauvaises surprises, c'est-à-dire des coûts supérieurs à ce qui avait été budgété pour un chiffre d'affaires donné. D'accord. Voilà les principaux. Oui, c'est très clair. Et du coup,
derrière ces problématiques. De votre expérience, quelles sont les principales causes racines de ces faibles niveaux de performance? Si on revient sur le BFR, parce que je pense que c'est quand même un des sujets importants. Pour le BFR, il y a les trois parties, hein, comme vous le savez, il y a les accounts receivable, les accounts payable et puis le stock proprement dit. Sur les accounts receivable, en fait, je pense que notre système comptable nous aide pas, c'est pareil, c'est un vieux spécifique, il nous aide pas à clairement avoir une vision des factures, enfin, des montants qui ont été facturés à notre client et qui sont échus, donc sur lesquels le client est censé nous payer. On est obligé de faire des croisements de fichiers Excel dans tous les sens. Donc voilà, on relance pas nos clients comme on devrait. Donc forcément, dès qu'ils peuvent prendre leurs aises sur notre paiement, ils le font et ils payent en retard. Ouais. Donc on a un niveau très élevé de créances clients. Réciproquement, si je me mets à la place de nos fournisseurs, je pense pas qu'ils soient très contents de la fiabilité des dates auxquelles on les paye. Voilà, donc sur ces deux sujets, le sujet concerne plus le DAF, voilà, mais moi, ce qui m'importe plus, c'est le stock, puisque évidemment, je suis responsabilisé dessus. On a des gros projets et des gros progrès à faire. Si je regarde un peu pourquoi on a ce stock, il y a d'abord, alors je ne sais pas quel est le plus important, mais je pense que les trois effets dont je vais vous parler sont probablement aussi pénalisants les uns que les autres. On a des prévisions qui sont pas de très bonne qualité aujourd'hui, et ça s'est dégradé dans le temps. En fait, j'ai un recul que de 10 ans, mais en même temps, 10 ans, c'est énorme pour une société comme la nôtre en forte croissance. On a en 10 ans multiplié par je ne sais pas combien le nombre d'articles qu'on vend. Le ratio chiffre d'affaires par référence a baissé, c'est-à-dire qu'on vend de plus en plus de chiffre d'affaires, mais sur de plus en plus de références. Donc voilà, on a investi de nouveaux marchés sur l'Asie et avec des équipes qui manquent un peu de maturité, donc qui étaient sans arrêt en sous-prévision. On leur a dit qu'elles étaient en sous-prévision, du coup maintenant elles surprévoient. Enfin bon, bref. Et en gros, aujourd'hui, mes équipes dans la supply chain font des prévisions à la main, ou du moins avec Excel. Et franchement, c'est une histoire, quoi. Donc On voilà. arrive aux limites de l'exercice, quoi. Ouais, clairement. Et puis, ça se voit direct sur la qualité des forecasts, hein. On suit, comme toute bonne société, une forecast accuracy qui baisse de plus en plus et qui est à 55%, là où benchmark est à 85% sur les catégories A et B, on va dire, donc sur le début du Pareto. Voilà, donc ça c'est le premier effet qui fait qu'on a pas mal de stocks parce que on a un biais sur les prévisions, encore beaucoup de pays qui surprévoient. On est obligé de se couvrir en stock de sécurité, voilà, pour faire face à ces erreurs de prévision. Et puis alors, ce qui aide pas en plus, c'est que les délais sur lesquels ce stock de sécurité est censé couvrir une erreur de prévision, lui, il est aussi très long, hein. Nos lead time internes pour les produits qu'on fabrique sont très importants, et ça aussi c'est dû à l'augmentation du nombre de références depuis ces dernières années, puisque qui dit plus de références à fabriquer dit plus de temps de setup, de changement de production. Et du coup, de plus en plus forte complexité industrielle. Voilà, et je pense que on n'a pas gagné en performance d'ordonnancement aussi vite qu'augmenter la complexité industrielle. Donc nos lead times se sont délités, voilà, ont augmenté régulièrement parce que voilà, on n'a pas fait face à cette augmentation de complexité industrielle en s'équipant des bons outils qui nous permettent de séquencer la production et d'optimiser les changements de série, de produire les références dans le bon ordre, etc. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Qui plus est, on a des temps de changement de série qui sont importants sur les machines. On a fait tout ce qu'on pouvait en termes de SMED pour les réduire. Voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait là-dessus. Maintenant, je pense qu'on ne les prend juste pas suffisamment en compte dans la manière dont on séquence nos productions. Voilà. Côté fournisseur, parce qu'une partie de notre chiffre d'affaires est fait avec des produits dont on sous-traite intégralement la fabrication, c'est pareil, hein, nos fournisseurs nous imposent des cahiers des charges services avec des horizons sur lesquels ils veulent qu'on fige nos prévisions, horizons qui sont assez longs. Et donc, nous, ça nous donne un très long délai d'approvisionnement. Et pendant ce délai-là, c'est pareil que les produits fabriqués en interne, hein, la demande peut varier fortement. Et donc, cette variation de demande dans un horizon figé se traduit forcément soit par des pertes de chiffre d'affaires, parce qu'on n'est pas au rendez-vous de la grande distribution notamment, et des pénalités. Donc, c'est double peine, hein, on vend moins et on se prend des pénalités de la grande distribution.
Et de la même manière, être pas au rendez-vous sur des produits de forte technicité dans les hôpitaux, c'est des enjeux de marge colossaux qu'on perd, ne serait-ce qu'en retardant la livraison de commandes. Voilà, donc voilà, on essaie de réduire ces délais. Bon, nos fournisseurs, dès qu'on parle de réduction de délai, ils nous opposent des hausses de prix. Voilà, si on veut réduire leur lead time, c'est pas simple. Voilà. Donc, en gros, on comprend pourquoi des biais sur les prévisions et des lead time importants, ben, ça amène beaucoup d'obsolescence. Donc, moi, rater du chiffre d'affaires, rater la marge qui va avec, ou détruire des produits, ou payer des pénalités, vous vous rendez compte que les enjeux de faire de bonnes prévisions et de maîtriser, de réduire nos lead time, notamment sur les produits fabriqués en interne, sont significatifs, quoi. Oui. Troisième effet, c'est un effet, moi, ça fait 30 ans que je travaille dans l'industrie, et ce fameux effet de bullwhip qu'on apprenait d'ailleurs à l'époque, quand la supply chain ne portait pas ce nom-là, on apprenait sous l'effet coup de fouet. Voilà, on a trouvé depuis des noms beaucoup mieux pour expliciter ce phénomène. C'est une petite variation de demande dans un supermarché qui se traduit par la fabrication de 3 lots supplémentaires dans une usine. Voilà, donc c'était sans vraiment qu'on comprenne les causes. Donc les filiales aujourd'hui sont les filiales qui font leurs approvisionnements, c'est-à-dire qui nous passent des commandes. Oui. Je pense qu'elles sont d'un niveau de maturité assez faible sur la partie supply. C'est normal, ce qu'on leur demande, c'est avant tout de vendre des produits. Du coup, elles changent pas mal leurs prévisions. Du coup, dans nos systèmes, ça change les quantités, les besoins nettes à produire dans nos usines. Et puis, on fait faire à nos usines, les pieds au mur. Donc ça non plus, c'est pas très appréciable parce que on finit par manager au lieu de manager 10% d'urgence, on finit par manager 90% d'urgence. Donc tout est urgent. Donc on fabrique dans n'importe quel ordre. On se tape des changements de série. On est obligé de passer en 3/8 pour aller chercher ce temps qu'on passe à faire des changements de série. Enfin voilà, tout ça, ça a des conséquences néfastes sur notre productivité au sens large et notre performance économique. Mhm. Voilà, donc si je résume, les marchés ont tendance à surprévoir parce que mauvaise qualité de prévision, nos lead time font plutôt qu'augmenter plutôt que d'être à la baisse parce qu'on ne sait pas bien séquencer nos productions. Et voilà, et tout ça, ça en plus, ça donne pas confiance aux filiales puisque quand on n'est pas en rendez-vous de commande, les filiales, le mois d'après, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent leurs besoins, puis elles leur ajoutent une sécurité de 10 ou 20%, voilà, pour être sûr de ne pas manquer. Et au final, tout ça, ça dépasse nos capacités de production, donc on est obligé de faire des arbitrages. Enfin, c'est la gabegie totale. Voilà, donc c'est un peu, je ne sais pas si j'ai oublié grand-chose, mais c'est un peu les 3 sujets aujourd'hui. Les 3 causes racines qui se traduisent par le fait qu'on perde la marge, qu'on paye des pénalités aux grands distributeurs, à la grande distribution, qu'on benne des produits et donc voilà, qu'on jette à la poubelle non seulement le coût des approvisionnements, mais la valeur ajoutée qu'on a mis sur le produit. Donc voilà. Ok, non, mais c'est très clair. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Et du coup, par rapport à ce panorama que vous venez de décrire, est-ce qu'il y a des projets métiers qui sont en cours de réflexion ou que vous souhaitez mener et qui nécessiteraient potentiellement un support de la part d'un outil? Oui, alors moi je parle plus de pratique que d'outils, mais donc je vous laisserai faire la transcription, mais je pense qu'il y a, sans surprise, un vrai enjeu d'amélioration de qualité de prévision. Donc on va lancer un projet, et là, moi je veux trouver des systèmes qui ont qui nous aident à appliquer des modèles prédictifs, soit simples avec des modèles statistiques, soit un peu plus de machine learning, on entend parler que ça permet d'augmenter significativement la qualité des prévisions. Moi, je suis persuadé qu'on a un certain nombre de produits relativement âgés, performants et sur qui ont des patterns de vente avec des saisonnalités qu'on pourrait connaître et répliquer d'une année sur l'autre. Voilà, et ça, on ne fait pas aujourd'hui. On construit tout à la main. Je pense qu'on va mettre en place beaucoup plus de collaboration entre la fonction supply chain que je chapeaute et puis les filiales. Donc l'idée, c'est d'arriver à un processus de prévision beaucoup plus collaboratif qu'il n'est aujourd'hui, où en gros, aujourd'hui, chacun donne sa vision, puis à la fin, on prend bon gré mal gré soit la vision de la supply, soit la vision des marchés. On consulte assez peu le marketing, alors qu'il a lui aussi un mot à jouer là-dedans. La finance, j'en parle même pas. Ne nous demandez pas de savoir si
nos budgets et nos prévisions de vente valorisées sont en écart ou pas, on n'arrive pas à valoriser nos prévisions de vente, donc c'est un scandale. Pour terminer, là-dessus, il y a beaucoup de promotions hein, dans les marchés, donc la prise en compte de ces effets promotionnels qui ont un impact sur le fait que voilà, on passe une pub à la télé, nos ventes en Allemagne font x4. Ça, on sait très bien qu'on va passer une pub à la télé, donc autant le prévoir dans l'approvisionnement de l'Allemagne. Donc tout ça, voilà, je mets tout ça autour d'un projet autour des prévisions. Un deuxième projet où quand on regarde comment les modèles d'organisation évoluent, hein, j'en parle beaucoup à mes confrères, on est de plus en plus dans des modèles dits vendor managed inventory, où c'est finalement le fournisseur interne qui est la supply chain, qui va gérer le stock des filiales pour le compte des filiales, c'est-à-dire décider lui-même des bons approvisionnements qui sont nécessaires pour maintenir le stock des filiales entre un minimum et un maximum. Ce minimum et maximum étant négocié chaque année sur la base de la qualité de prévision, du lead time, etc. Or, aujourd'hui, c'est les filiales qui passent leurs approvisionnements. Elles nous font faire les pieds au mur. Nous, on fait faire le pied au mur aux usines et aux fournisseurs. Donc, c'est plus acceptable. Donc, on va essayer d'être plus intelligent à deux plutôt que d'être siloté totalement. Voilà, donc ça, il faudra évidemment un outil hein, pour partager ces plans de demande, ces plans d'approvisionnement, s'assurer qu'on respecte une politique de stock, transmettre les besoins nets à produire avec des horizons figés à l'industrie pour prendre en compte le fait que l'industrie peut justement pas en quelques jours changer son plan du tout au tout. Elle a besoin d'un horizon figé pour être performante économiquement. Voilà. Et puis, pour faciliter tout ça, une dimension of capacity planning, donc planification des capacités qui est aujourd'hui pas du tout faite. Et voilà, on découvre 3 semaines avant que il faut passer en 3-8, 5-7, enfin 3-8 week-ends inclus, alors que il nous faut 6 semaines pour prévenir les partenaires sociaux. Donc c'est pareil. Là, on aura une vision prévisionnelle de la charge. Ce serait beaucoup mieux. Donc voilà. Ce rough cut capacity planning, il sera nécessaire de mettre en place. Et alors, est-ce que c'est le même outil, pas le même outil, j'en sais rien, je vous le dirai, mais en tout cas, c'est un vrai besoin. Voilà ce que je peux dire sur les projets métiers. Très bien. Et je voudrais revenir sur quelque chose dont vous avez parlé tout à l'heure, au sujet de la gestion des coûts de revient industriels. Ouais. Selon vous, c'est quoi les leviers de progrès sur ce sujet? En fait, déjà, la gestion de coûts de revient industriel, c'est connaître ses coûts. Alors, les connaître, leur donner des objectifs, donc c'est ce qu'on appelle le coût standard, hein, c'est-à-dire le coût théorique. Et puis savoir mesurer les coûts réels. Aujourd'hui, comme je le disais, on n'arrive pas à suivre les coûts réels. Donc, le meilleur moyen de les suivre dans notre industrie, on a des ordres de fabrication, c'est que l'ordre de fabrication soit entre guillemets, soit le collecteur des coûts réels. Et les coûts réels, c'est quoi? C'est les composants qu'on achète et qu'on assemble pour fabriquer nos produits. Et puis, c'est la valeur ajoutée, main-d'œuvre et machines qu'on va mettre sur ces produits. Donc, savoir capturer les vraies quantités de composants qu'on a consommés, donc pas se fier à ce qu'on appelle un backflushing, c'est-à-dire une post-consommation des composants théoriques, mais bien être capable de saisir les écarts, de donner la possibilité à l'opérateur de saisir les écarts sur les OF, de saisir les rebuts qu'il a fait. Donc l'OF était de 100, on a fabriqué 98, il y en a 2 en rebut, savoir saisir ça. Voilà, pour être capable finalement de calculer des coûts réels à la maille de l'OF et de consolider régulièrement, tous les ans, évidemment, par construction, consolider ces coûts réels pour les rapprocher des coûts standards, mesurer les écarts et rétroagir sur ces coûts standards pour avoir une vision budgétaire la plus fiable possible. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est même incapable de dire de mesurer si certains produits sont plus rentables que d'autres. On est complètement en aveugle. Donc là-dessus, il y a un vrai besoin de rigueur dans voilà, la manière dont les coûts vont être suivis à la maille de l'OF, au niveau de l'atelier. Et voilà. Et ça, je ne sais pas quel système peut nous aider là-dessus, mais en tout cas, on en a un vrai besoin aussi. Je dirais vital, il ne s'agit même pas d'améliorer sa performance, il s'agit déjà de la connaître sur les coûts. Non, mais c'est très clair. Et j'en profite puisqu'on parle de la partie industrielle. Ouais. Vous aviez évoqué également un sujet autour de la date promise des OF par les usines, pour lequel vous avez aussi du mal à piloter. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet?
Ouais, avant ça, je vais quand même compléter le sujet parce que je ne vous ai pas tout dit sur les coûts là. En fait, l'idéal, ça serait d'avoir un système qui permette, comme je vous l'ai dit, hein, de collecter les coûts au niveau de chaque OF, par des déclarations d'heures de production, par des déclarations de rebut, par des déclarations de quantité consommée par écart à ce que prévoit la nomenclature. Voilà, mais aussi évidemment savoir héberger une notion de coût standard dans les systèmes, dans la fiche article. Mhm. Voilà, pour être capable facilement de faire des Power BI qui vont extraire les données et mettre en place régulièrement des routines de vérification que les coûts réels ne dérivent pas par rapport au standard. C'était juste pour boucler la boucle. Et, Ouais, non. j'ai oublié votre question. Vous vouliez me poser une question sur quoi? Oui, sur la date promise des OF par les usines, Ouais. qui a priori est aussi un point dur actuellement et sur lequel j'imagine vous avez des idées pour améliorer le sujet. Ouais, bah, en fait, on est, comme je le disais, hein, notre portefeuille produit, c'est beaucoup compliqué au fur et à mesure des années. Notre système de production est lui-même assez complexe, hein. Il y a 4 étapes pour fabriquer ce qu'on trouve dans une boîte de pansement, enfin, pardon, de dispositif médical de cicatrisation. Euh, on, voilà, les 4 étapes n'ont pas les mêmes logiques d'optimisation. On a la partie qui va fabriquer la nappe, dans laquelle on va ensuite venir découper les pansements au format, en faisant d'ailleurs un format par pays différent pour être sûr que voilà, on ne retrouve pas en Allemagne un produit qui était prévu pour partir à Singapour, voilà, avec un petit malin à détourner au passage pour faire ce qu'on appelle le marché gris et bénéficier des écarts de taux sur les produits entre pays. Donc, pour toutes ces raisons, voilà, notre référentiel, c'est compliqué. On a des machines qui sont compliquées. La manière dont on va vouloir regrouper les OF sur la première étape va être différente de la manière dont on va vouloir regrouper les OF sur la deuxième étape, parce qu'en fait, les changements de setup ne sont pas, enfin, pardon, les temps de changement de production dépendent des successions d'articles avant-après. Voilà, et tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai 4 personnes qui passent leur temps plein à construire des plannings détaillés qui permettent à la production de savoir chaque jour ce qu'elle a à fabriquer. Et voilà, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus d'articles, c'est de plus en plus long, de plus en plus coûteux, et en plus, le travail des ordonnanceurs, il est mis à mal par la production qui dit mais non, mais ce plan il n'est pas faisable, tu n'as pas pris en compte cette contrainte, etc. Donc en gros, aujourd'hui, là, il faudrait vraiment qu'on trouve quelque chose qui aide ces ordonnanceurs à faire leur travail. Voilà, et tout ça, bah, enfin, c'est essentiel, hein, puisque quand un ordonnanceur fait mal son travail, ça veut dire qu'on ne va pas respecter la capacité de production qu'on avait prévue et qu'on avait planifié, et qu'on aura planifié d'autant mieux avec un système de Offset Capacity Planning dont je parlais tout à l'heure. On sera capable de minimiser les temps machines en organisant le timing de la fabrication des OF de manière à organiser des bonnes transitions de produits sur les machines pour augmenter ce qu'on appelle le taux de rendement synthétique, hein. Je vous engage, si vous ne connaissez pas la définition, à aller voir sur Internet. Ce TRS est essentiel, hein, c'est un driver de coût énorme. Et puis surtout, être capable de donner une date de mise à disposition du produit fini, de l'OF, à son client interne qui est la supply chain, pour que la supply chain puisse promettre un stock au bon endroit au bon moment à ses filiales. Et ça, aujourd'hui, ça pêche, hein, ça pêche énormément. C'est-à-dire que quand on regarde, on mesure l'adhérence au plan entre ce qu'on planifie et ce qu'on réalise, il y a un énorme écart. Et donc, voilà, on veut là aussi gagner en fiabilité de ce délai annoncé pour un OF entre le moment où on le lance et le moment où on l'a en stock pour pouvoir le distribuer aux filiales. Mhm. Voilà, donc si on, pour terminer un peu tout là-dessus, hein, si on ne change rien, on ne saura pas répondre aux enjeux de la maîtrise des coûts et du service, du niveau de service apporté à nos clients directs que sont les filiales et à nos clients finaux que sont les distributeurs et les officines. Voilà, donc à vous de me dire ce qu'il faut pour faire tout ça, mais en tout cas, mes idées sont très claires sur le besoin. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. De notre côté, c'était l'essentiel des questions sur lesquelles on voulait échanger avec vous. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Bah non, non, si ce n'est redire ce que j'ai dit en introduction, c'est que je compte vraiment sur vous. Voilà, vous avez les talents qui font de l'industrie française le fleuron qu'on lui connaît.
Et voilà, donc vous m'avez mis plein de Centralion dans l'équipe, donc maintenant il y On avait d'ailleurs tâchera. des Supélec aussi, pas mal ça. Donc des centrales Supélec dans l'équipe, moi je veux que ça délivre. Donc je vous attendrai. Je suis pressé de voir vos conclusions. Bah, on tâchera d'être à la hauteur de vos attentes. Et rendez-vous fin janvier pour le résultat de cette étude. Parfait. Bah, Merci travaillez. beaucoup, Monsieur Corbière. Au revoir. Au revoir.